33. Elle est terrible, celle-là. Elle était celle-là. 38. Oh. Elle est formidable, non? La 4. Oui, elle est moins, tu vois. Ouais. La fin est pas assez forte Ouais, pour moi. ouais, Oui. ouais. Et celle-là. 68. Non, excusez-moi, Christian, Bah, ça va pas, non. Jean-Louis Blaise, non, mais expliquez-moi parce que j'ai rien compris du tout. Mais non, parce que, non, on connaît les histoires, nous, on les connaît tellement que pour les raccourcir, parce qu'on en a assez de les raconter, on les a numérotées. Alors on se dit le numéro et ça suffit, on rit. Oui, mais alors pourquoi Christian vous a donné une claque? Alors je comprends pas. Parce qu'il a manqué de raconter une histoire qui ne peut pas passer à la télévision. Mais celle-là, oui, j'espère qu'ils vont la couper d'ailleurs, parce que... Donc, il marche sur le... En compagnie de Gilbert Gann, Claude Pasteur, Monique Fleury et Claude Bénière, vous retrouverez, avant notre départ en vacances, Jean Missler de l'Académie française, le général Jean-Paul Etcheverry, Michel Lenette, Hervé Le Boterf et Félix Marten. Suzanne Gabriello bavarde avec Bernard Lavalette et Gérard Marceau accueille au bar Christian Méry et Jean-Louis Blaise. Et rendez-vous en septembre. Donc, cher monsieur, le club de 10 heures va partir en vacances, comme vous venez de l'entendre, et il voudrait bien revenir au complet. Alors, comme vous êtes le secrétaire général adjoint à la sécurité routière, on va vous demander quelques conseils. D'abord, est-ce que c'est vraiment un problème encore, la sécurité routière? Est-ce que c'est une préoccupation dominante des pouvoirs publics? C'est toujours un problème, et le bon sens veut que cela soit toujours un problème, c'est évident. Vous savez que les pouvoirs publics ont adopté un certain nombre de mesures importantes ces dernières années, la ceinture de sécurité dont le port est obligatoire, la limitation de vitesse, et le délégué à la sécurité routière, M. Christian Gérondeau, a été chargé d'appliquer avec beaucoup de dynamisme l'ensemble de ces mesures. Un certain nombre de résultats extrêmement positifs ont été enregistrés puisque l'an passé a vu 2000 victimes en moins par rapport à l'année 1973. Oui, mais je crois que la France est quand même en tête des pays où l'on se tue le plus. C'est vrai, et c'est là le point important, puisque nous nous tuons, si l'on peut dire, en France 2 fois plus que nos amis scandinaves, en particulier en Suède ou anglo-saxons, en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Donc le problème demeure toujours extrêmement grave. Vous attribuez cela à quoi? Eh bien, nous pouvons attribuer cela d'abord à un certain retard qui existait en France par rapport à la réglementation en vigueur dans ces pays, en matière de limitation de vitesse en particulier, et effectivement à une prise de conscience qui n'existait pas. Mais cette réglementation que nous avons maintenant, elle n'a pas suffi à nous faire rattraper ce retard. Elle n'a pas suffi au niveau du risque général, mais elle nous a permis tout de même d'enregistrer des résultats extrêmement sensibles et satisfaisants, ne serait-ce que les 2 dernières années. Donc nous allons dans le bon sens. Bon, alors, est-ce que les usagers de la route, eux, sont satisfaits de ces... Oui, les usagers de la route sont dans leur grande majorité satisfaits. Nous le voyons au niveau des sondages d'opinion, puisque ces sondages d'opinion nous permettent de saisir le pouls de l'opinion publique au niveau des mesures. Et en particulier, récemment, nous sommes dans une très grande majorité, entre 80 et 90% des cas, l'opinion publique était satisfaite des mesures adoptées par le gouvernement en matière de sécurité routière. Oui, alors, est-ce qu'ils appliquent, même s'ils sont satisfaits, est-ce qu'ils les utilisent, ces mesures? C'est toujours le problème, si vous voulez. D'une part, il faut jouer sur la persuasion, c'est-à-dire au niveau de l'information. D'autre part, malheureusement, il faut jouer au niveau de la contrainte. Alors, les mesures ont été prises, maintenant, il est nécessaire, il est fondamental qu'elles soient bien appliquées. Il est fondamental, bien sûr, que de plus en plus, les automobilistes français pensent peut-être un peu davantage à autrui, un peu moins à eux. C'est-à-dire qu'il faut vous envisager une action psychologique, si je comprends bien, cela. Au niveau du conducteur. Alors, comment peut-on faire pour... Eh bien, je crois qu'il appartient au public français ayant pris conscience du problème de faire peut-être un peu disparaître l'égoïsme qu'il a en lui et de le remplacer sur un plan beaucoup plus général par beaucoup plus d'altruisme. Et comme cela, la sécurité routière... Comment peut-on le faire? Par une campagne d'affichage, par des persuasions, par des films publicitaires? Oui, par de l'information générale, au niveau de l'affichage, au niveau de l'utilisation de l'ensemble des médias.
Et également, il est nécessaire que le public lui-même prenne conscience de l'ensemble des problèmes. Il ne faut pas tout lui apporter, il faut qu'il y ait un minimum d'action de sa part. En somme, parmi les règles de bonne conduite, vous souhaitez surtout que celle de la courtoisie devienne prééminente. Absolument. C'est simplement à partir de cela qu'une sécurité routière correcte sera établie en France. Eh bien, cet homme que l'on voit dans votre livre, Jean Mystère, prendre le train à la gare de l'Est, il est écrivain, il est conférencier, il est académicien comme vous. Comme vous, il se prénomme Jean, et comme vous, il peut retrouver tout au long de la ligne qui suit jusqu'à Nancy les étapes qu'il a parcourues lorsqu'il était artilleur pendant la guerre de 14-18. Mais cependant, votre n'est pas fait de souvenirs de guerre. Non. Certes, la guerre est là, elle y est comme décor. C'est mais une toile de fond. voilà, Toile ce de sont fond. des souvenirs d'amour. C'est C'est très ça. différent. Alors une question vient immédiatement à l'esprit, mais est-ce que l'amour jouait un si grand rôle chez les poilus de 14-18? Eh bien, je peux vous dire une chose, qui est une réponse indirecte. Je n'ai jamais entendu, en 1916, 17, 18, aucun soldat se plaindre qu'on mette du bromure dans le pinard. Par conséquent, il faut croire que ce problème bizarre n'existait pas. En réalité, il y a une vieille opérette où le ténor chantait « Vive le vin, l'amour et le tabac ». Eh bien, je crois que sans vouloir trop rabaisser les choses, ces trois éléments avaient gardé leur importance. Le vin, on le trouvait à l'ordinaire et à la coopérative. Le tabac, on l'achetait. Pour l'amour, il fallait se donner un peu plus de mal, parce qu'évidemment, en première ligne et même en seconde ligne, il n'y avait pas beaucoup de femmes. Par conséquent, ce n'était que pendant les périodes de repos qu'on pouvait avoir l'occasion de commencer ou de continuer un amour. En effet, d'ailleurs, les aventures que vous nous racontez, je dois le préciser tout de suite, ne se situent pas à ce niveau, n'est-ce pas, celui du bromure et du pinard. Non. Ce serait plutôt au niveau de la fleur bleue, au niveau du romantisme, n'est-ce pas, Au pour niveau être du plus littéraire. romantisme, disons, oui. C'est cela. Ne voyons pas la couleur des fleurs, mais enfin, disons plutôt au niveau du romantisme, c'est-à-dire qui veut, à propos de tout amour, chercher, même dans ce qu'on appelle aujourd'hui une brève rencontre, des éléments de durée. Des éléments de durée, et on y trouve aussi, par conséquent, le désenchantement. Parce que fatalement. D'ailleurs, le premier amour, celui que votre personnage, qui s'appelle Jean, je le répète, et qui vous ressemble par certains côtés beaucoup, ce premier amour se terminera mal, mais il aura donné lieu quand même à beaucoup d'agréments. Oui, il se terminera mal, mais certainement en dehors de la volonté participant, car c'est cela constamment. Les deux histoires d'amour qui sont dans les trois épisodes de cette guerre sont des histoires d'amour qui, en d'autres temps, se seraient probablement bien développées, c'est-à-dire jusqu'à la satiété dans certains cas, jusqu'à la mort peut-être dans d'autres, et là, ils se trouvent interrompus par les circonstances. Et je crois que c'est la caractéristique de cette époque-là, c'est qu'on ne faisait pas ce qu'on voulait. Oui, et c'est ce que vous dites très bien d'ailleurs dans une formule, ce sont des destins maléficiés par la guerre. Oui, le mot maléficié, je l'ai employé à dessein, c'est un vieux mot qui est presque sorti du vocabulaire parce qu'on ne croit plus à la sorcellerie, mais c'est ça en réalité. Alors le deuxième amour ne se termine pas mieux, et même quelquefois c'est déchirant, n'est-ce pas, de voir que ce sont des êtres séparés à la suite d'une incompréhension. Exactement. C'est une incompréhension. Il y a eu là, à la base, peut-être quelque chose d'assez vrai dans cette histoire-là, mais le prétexte de la lecture dans les lignes de la main, ça c'est absolument inventé, c'est absolument imaginaire. J'aurais d'ailleurs aujourd'hui beaucoup de peine si l'on me demandait d'écrire à chaque page du livre « ceci est vrai, ceci est arrangé, ceci est entièrement imaginé ». Parce que je crois que dans la mémoire, voyez-vous, il se produit des espèces d'interférences très curieuses qui font que des choses peuvent se modifier et qu'on les reconnaît à peine. Oui, car il faut dire que ce livre, c'est une véritable réflexion justement sur la mémoire. Vous vous demandez ce qu'elle retient, vous vous demandez ce qu'elle laisse passer, et en effet, vous, en réalité, Oui, je enfin, devrais dire le votre personnage, héros du disons, livre, oui. retrouve sur les lieux mêmes où il a vécu. Ben ça, c'est le grand thème des poètes romantiques. C'est la tristesse d'Olympio, c'est le lac, c'est l'homme qui revient à un endroit où il a aimé et qui s'étonne que cet amour ne soit pas encore là, vivant au milieu du paysage. Je n'ai pas voulu donner une forme aussi romantique à cette recherche, mais tout de même, le mouvement de l'esprit et du cœur est bien le même. L'homme qui revient à Bar-le-Duc et qui va chercher la maison où il a retrouvé Irène, la violoniste, retrouve bien la maison, mais tout ce qui était son amour a entièrement disparu. De même, dans la seconde partie, lorsque c'est la guerre, alors là vraiment c'est la guerre et c'est la guerre en première ligne, et ils se retrouveront tout à fait par hasard un jour et ne pourront même pas échanger deux mots.
Oui. Pour ce dernier amour-là, on peut dire que la personne, c'est-à-dire Claire, n'est-ce pas, s'est trompée au fond de guerre, elle s'est trompée de date. Oui, elle s'est trompée de date. Elle a prévu la mort du jeune homme, mais elle ne l'a pas prévu au moment où elle a cru que ça serait tout de suite, alors que ça a été 30 ans plus tard. Et là, c'est une chose à laquelle je tiens beaucoup, c'est que je crois que très souvent, dans les prophéties ou toutes ces manières de connaître les choses, il y a une sorte d'obscurité, une sorte d'ambiguïté. On vous annonce quelquefois ce qui arrivera, mais qu'on oublie de vous dire quand ça arrivera, c'est comme si on ne vous avait rien dit. Oui, ce serait trop beau alors à Ce ce serait moment-là. beaucoup trop beau, n'est-ce ce pas? serait la lecture de l'avenir, non plus dans une carafe, mais comme un livre ouvert. Alors elle a vu que le fiancé, que son fiancé, Oui. n'est-ce pas, allait Oui. disparaître tragiquement. Tragiquement. Elle a cru que ça allait se produire dans les mois qui venaient. C'est ça. En réalité, ça s'est produit 20 ans plus tard. 20 ans plus tard, elle a souffert pendant 20 ans de la solitude, alors qu'elle aurait eu 20 années heureuses, comme elle le dit elle-même. Alors là, ça se passe à Nancy, n'est-ce pas, ces Oui. retrouvailles. Et au fond, vous parliez tout à l'heure de la mémoire, n'est-ce pas? On ne sait pas ce que le personnage va retrouver exactement. Non. Nous ne Quelquefois- savons pas ce que la mémoire conserve, nous ne savons pas ce qu'elle filtre, c'est impossible à savoir. Oui. Et toutes les recherches qui ont été faites, aussi bien celles de Proust que celles de Thomas de Quincey, dont je parle souvent, ont la même lacune, c'est qu'on ne sait pas ce qui passera finalement. Eh bien, je crois, Jean Missler, qu'on s'est aperçu qu'on retrouvait dans ce livre, Gare de l'Est, quelques-unes des sources de votre sensibilité, le romantisme, un peu de fantastique, la musique aussi. Et je crois qu'on ne saurait mieux le définir que par une de vos phrases, ce sont des amours nés de la guerre et de la musique. Vous ne trouvez pas que Christian Méry a l'air de plus en plus nerveux? Il a toujours connu comme ça, moi. Quoi, commence pas, Jean-Louis. Tu sais que, je te préviens, moi, quand je suis énervé, je me couche, moi. Hein. Et ils sont tous comme ça dans la famille. Ah non, pas mon cousin, non. Non. Non, mon cousin, il est tellement nerveux que la semaine dernière, il s'est laissé prendre les mains dans le mortier. Dans le mortier. C'est pas un rapide, lui. Et votre fils, Jean-Louis, ça Ah oui, va? c'est pas terrible le tout dernier, là. Lui, il va à l'école, on lui demande l'autre jour comment ça fait 3 et 3. Il a dit match nul. Il veut du football. Dis donc, c'est fait toi qui aimes les fonctionnaires, toi. Allez, ça continue, vas-y. Oui, bon, ben, l'autre jour, on lui a dit, mais qu'est-ce qu'il fait ton papa? Il est fonctionnaire, il dit ta maman, il dit, elle fait rien non plus. Ça va te plaire? J'aime pas du tout. Ah, bah. Mais dis donc, il a bien travaillé cet hiver à l'école, ton fils. Oui, c'est pas mal. L'autre jour, il m'a dit, papa, je veux une encyclopédie. J'ai dit, pardon, je veux une encyclopédie. Je dis, tire à l'école comme tout le monde, à pied. Non, faut pas se laisser faire. Non, quand Ah, même, plus. pendant les vacances, il faut être indulgent. Il peut aller danser, s'amuser. Ah, danser, hein. il n'a pas l'âge Il va pour danser. danser. L'autre, celui qui a 14-15 ans, Ouais. dans la société, la haute société, il a invité l'autre jour une grande dame à danser. Elle lui a dit, apprenez, jeune homme, que je ne danse pas avec un enfant. Alors, il a dit, j'avais pas vu que vous étiez enceinte. Dis donc, mais il fréquente toujours, là, tu sais, le gars de Villeurbanne, la Verchère. Là. Ah, le demeuré, là. Oui. Oh, là, ouais. Alors lui, il a fait un truc, l'autre jour, il était avec une jolie fille, tout ça, alors, hein, tout ça, et sur le nombril, il lui faisait guili, guili, alors elle lui dit plus bas, il a fait guili, 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 c'est pour dire comment il est. Et celui qui va... Et l'aîné, il va avoir quel âge? Ah ben l'aîné, il vient d'avoir 20 ans. Il vient d'avoir 20 ans. Il vient Pourquoi, d'avoir- il avait un mauvais avocat? Ça m'étonnera de Christian, ça. Ah non, il adore les histoires de tribunal. Vous n'avez pas une histoire de tribunal Ah, le pour lui? tribunal, oui, c'est le président du tribunal qui dit à une dame, votre nom Capoulane, prénom Marc, profession prostituée, votre domicile. Elle dit enfin Georges. Ah, c'est pas vrai. Et vous, Christian, ça va, la famille? Ça va? Ah bah c'est bien de parler de ma famille et de mon fils après une histoire pareille. Non, moi je suis remarqué ça. Sûrement on l'embête à l'école, sans arrêt l'instituteur, il lui dit comme ça à mon fils, il dit, si je te dis par exemple je dors, tu dors, il dort, nous dormons, vous dormez, il dorme. Tu sais ce qu'il a répondu? Non. Ma famille. Mais il s'est bien compté, hein. Ah, t'es con. Ah, c'est, Ah tiens, oui, ah, j'étais là. l'autre jour il a compté devant C'est moi. Jean-Louis. Je lui dis Ah oui. compte devant Jean-Louis. Tout de Oui, suite oui. il a compté, il a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, dame, roi, tout de suite. Ah non, putain, et l'autre là, et le mien, tu te souviens? Oui, ah oui, Quand il oui. était en train de sauter sur un de ses potes sur le trottoir, le pote il était allongé sur le trottoir et mon fils il sautait dessus en comptant 27, 28, 29, 30. Alors qu'est-ce qu'il lui a dit? Tu te rappelles? Non. mais... J'ai dit, mais dis donc, qu'est-ce que tu lui fais? Tu lui fais du mal? Il dit non, il m'a dit que je pouvais compter sur lui. C'est pas vrai. Et le vôtre, Christian, ça va? Ah bah, l'autre jour je lui dis comme ça, j'ai dit va dehors s'il pleut. Qu'est-ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, à moi le chien, s'il entend mouiller, tu verras bien, non? Oh, et pour ça, il n'y a plus d'enfants. Il n'y a non, plus c'est d'enfants. vrai. Tenez, moi, je suis venu en métro. Je suis venu en métro. Alors, il y avait une jeune fille, 16-17 ans, qui était assise, et une dame qui était debout, une dame âgée, et qui marmonnait entre ses dents comme ça. Quand, à notre époque, il n'y a plus de jeunesse. Moi, de mon temps, une jeune fille de 16 ans serait levée pour céder la place à une dame âgée. Eh ben, c'est pas ce qu'elle a répondu, la jeune fille. C'est pas ce qu'elle a répondu. Non. Elle a répondu, eh ben, de votre temps, les jeunes filles de 16 ans n'étaient pas enceintes. C'est ça, la jeunesse. Les jeunes, c'est l'action. C'est vrai que c'est... Ah bah tiens, tu sais, en ce moment, la grosse mode, c'est le kung-fu.
Ils sont complètement kung-fués maintenant. Hein. L'autre jour, place de l'Étoile, il y a un kung-fuiste dans une voiture comme ça, sport. Il a croisé une Cadillac tenue par à l'intérieur mon cousin Chouchouché. Tu sais, mon cousin, il a 50 ans. L'autre, il est descendu comme un kung-fu. Par-dessus la voiture, il a ouvert la portière comme ça. Il a fait descends si t'es un homme. Descends si t'es un homme. Alors, mon cousin, il a ouvert tranquillement la boîte à gants. Il a sorti un revolver comme ça. Il a dit, monsieur, depuis que les Chinois ont inventé la poudre, vos méthodes sont périmées. Cette vie parisienne sous l'occupation dont vous venez de sortir le 2e tome, c'est une véritable somme historique. C'est vous qui le dites? Ah, c'est moi qui le dis et je m'y connais. Il vous a fallu beaucoup de temps pour... Près de 5 ans. Alors, dans le 1er tome, vous nous parliez du cinéma, du théâtre, des chansonniers. Et dans le 2e tome, qui vient de sortir, je crois, il y a quelques jours... Oui, on parle de la mode, du cirque, de la prostitution, des cabarets, des restaurants, de la radio, même de la télévision qui naissait, et de la littérature. Et vous citez beaucoup de gens. Combien environ? Je crois qu'il y a environ 1000 noms par tome, c'est-à-dire 2000 noms, ce qui représente quand même un très grand tout Paris de cette époque. Personne ne vous en veut de citer dans ces conditions? Pas que je sache, non. Et vous avez mis en exergue de votre 2e tome, je crois que c'est une citation de Benoît Méchain, il faut reprendre par l'esprit ce qu'on a perdu par les armes. Oui, je crois que ça résume assez bien la situation de cette époque. Quand les Allemands sont arrivés, il a bien fallu reprendre le travail, et la présence de l'occupant était malgré tout agressive et désagréable, on ne peut pas le dire, même pour les collaborateurs. Et il fallait bien que ces gens échappent à l'angoisse, à la nuit, à leur privation. Donc il fallait redonner vie au spectacle, à la littérature. Et je crois que précisément, du fait de cette occupation, ça a été un stimulant, comme cela d'ailleurs a toujours existé en France au moment des crises difficiles. On dansait sous la terreur, la comédie française jouait également pendant le siège de 70. Je crois que c'était une riposte. C'était une riposte, oui. Et c'est un espèce de panache qui est tout à fait dans l'esprit de Paris. Oui. Claudel, qui n'oubliait pas les nourritures terrestres, malgré tout, disait « On ne se sent jamais tout à fait seul quand on est en compagnie d'un saucisson à l'ail ». Il a dit ça, mais il ne lui déplaisait pas non plus de s'occuper des nourritures spirituelles, puisque pendant l'occupation, il a donné, vous vous rappelez, le soulier de satin, qui a été le plus grand spectacle du théâtre, je crois, du siècle. C'était une chose extraordinaire. Un spectacle qui durait 5 heures à la Comédie Française, avec la pénurie de textiles, des moyens. On avait même prévu un entracte de saucisson, avec ticket bien entendu, à l'entracte. Et Claudel a donc donné ce chef-d'œuvre, une espèce de cathédrale gothique, ou de Châtelet de l'âme, comme disait d'ailleurs fort bien Fregnault. Et il était arrivé 10 jours avant... il a vu que la première moitié du spectacle ne lui plaisait pas du tout. Et alors à ce moment-là, Jean-Louis Barrault lui a dit « Maître, il faut absolument faire quelque chose ». Il a dit qu'à cela ne tienne. Il est revenu le lendemain matin, il avait refait ce scène en disant « Je n'ai aucun mérite, Dieu a soufflé sur moi ». C'était très joli. Vous parlez aussi beaucoup de l'alimentation, bien sûr, qui était un sujet... Mais c'est le sujet, je m'excuse de le dire, c'était le sujet le plus important parce que tout le monde avait faim et on ne songeait, excusez-moi de le dire vulgairement, qu'à bouffer, et ça c'était très difficile. Les gens qui avaient de l'argent n'ont pas eu de problème, ceux qui n'en avaient pas ont souffert. Et je vais vous citer une simple anecdote, parce que les prix ont augmenté dans ces restaurants de marché noir. Il y avait un restaurant qui s'appelait le Chantaco, rue de la Ponce. Je peux me permettre de faire de la publicité maintenant, puisque ça n'existe plus. Et au moment de l'addition, il était d'usage de laisser tomber, d'offrir un millefeuille. C'était le prix de l'addition, c'était 1000 francs. Et on faisait le relevé de tout ce qui a été écrit et dit depuis un mois. Oui, on nagerait dans le n'importe quoi. Ah, ça c'est sûr. Tiens, d'ailleurs, j'ai noté quelques n'importe quoi je te reconnais pour bien, toi. là. Un journaliste a écrit il y a quelque temps, le président de la République descend de l'avion, une mèche au vent. Et alors? Mais écoute, ma pauvre petite fille, quand il s'agit de M. Giscard d'Estaing, on n'a pas le droit de dire une mèche au vent, on dit la mèche au vent. Ou alors, mieux, on dit sa mèche au vent. Oui, c'est vrai qu'un journaliste qui écrit il est descendu de l'avion une mèche au vent, il écrit n'importe quoi, t'as raison. Oui, quand on écrit n'importe quoi, c'est qu'on a besoin de vacances. Mais oui, parce qu'il n'y avait pas forcément du vent ce jour-là. Oui.
Non. Oui, mais difficile à suivre. Alors, attends, Monsieur Chirac. Monsieur Chirac, lui aussi, il a besoin de prendre des vacances. Il y a quelques temps, il est allé à Tulle. Il a le droit d'aller à Tulle, cet homme, mais il a prononcé un discours et il a dit innocemment... Non, il n'a pas dit innocemment. Il a pas dit... Chirac ne dit jamais rien innocemment. Bon, alors il a dit innocemment ou pas, il a dit la France sortira de ses difficultés dans les 6 mois à venir. N'importe quoi! N'importe quoi. Enfin, Monsieur Chirac, prenez un peu de vacances, allons, ça peut pas vous faire de mal. Tiens. Autre chose, c'est à moi. À toi, c'est moi. Alors, moi, je voudrais te raconter. Deux jeunes enseignants alsaciens, tu vois, 2 jeunes enseignants alsaciens sont partis avec un groupe d'élèves, garçons et filles. Ils ont fait une sortie scolaire, et c'est tout ce qu'ils ont fait pendant cette sortie scolaire. Non. Ils ont fait du striptease. Oui, monsieur, ils ont fait du striptease. Et les élèves se sont plaints? Mais non, pas les élèves, les parents. Mais pourquoi? Mais parce qu'on les avait pas prévenus. Non, mais quoi, ils étaient inquiets? Mais non, ils étaient déçus. Alors quand on est capable de faire des choses comme ça, quand on fait n'importe quoi, eh ben on prend des vacances. N'importe quoi. Autre chose, en Espagne, le général Franco a décidé d'interdire l'accès au territoire espagnol au comte de Barcelone. Ouais, ça c'est leurs affaires. Ah ben attention, c'est une décision qui a soulevé un olé général. C'est pas mécontent. Forcément en Espagne. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le général Franco, 2 jours après, il a reculé, il a biaisé, il a retourné sa veste, il a dit non, je n'ai rien interdit au père de mon successeur. Oui, il a retourné ça. Mais sûrement qu'il n'est pas le seul, parce qu'en France, nous, on a ça aussi. On a Françoise Girouette aussi. Oui, c'est vrai. Oui. Alors écoutez, Général Franco, prenez des vacances. Oui, venez un peu en France, ça changera. Nous, on va beaucoup en Espagne. Vous venez un peu en France. Oui, alors si vous prenez des vacances en plus, ça fera plaisir aux Espagnols. Voilà. Autre chose. Un autre n'importe quoi de Pogna. Ah oui, je sais ce que tu veux dire. Oui, alors là, Pogna, il y a quelques jours, a prononcé un discours dans lequel il a tendu la main visiblement aux socialistes. Ah oui, c'est bien, c'est pas bête ça. Alors, attention, il a tendu la main aux socialistes, mais il leur a dit, c'est vraiment le coup d'œil de l'amitié, il leur a dit, joignez-vous à la majorité. C'est pas bête non plus. Attention, seulement il a dit une phrase curieuse, il a dit, venez et apportez vos idées. Qu'est-ce que tu comprends? Je comprends que lui, il en a plus d'idées. Oui. Non, mais c'est exactement ce que j'ai compris. Moi aussi. Alors écoutez, cher Pogna, prenez des vacances. Hein, prenez des vacances. Oui, ça peut pas vous faire de mal. Oui. Tu sais, Bernard, je voudrais te dire une chose. À force de continuer à dire n'importe quoi, tous les deux, on va être en vacances. Oui, alors... Et définitivement, tu vois. Alors dépêchons-nous. Bonnes vacances, Suzanne. Bonnes vacances, Bernard. Oui. Cher général Etcheverry, Jean-Paul Etcheverry, vous avez publié un second roman. Le premier avait été publié sous un pseudonyme. Jean-Paul Merville, oui. Jean-Paul Merville, vous aviez eu d'ailleurs le prix Raymond Poincaré. C'est ça, oui. Et ce roman-ci est délicat par le sujet. Vous avez attaqué de front un sujet grave, qui est le sujet de la responsabilité de l'officier. Oui. La responsabilité morale du chef en temps de guerre et dans une forme de guerre subversive, révolutionnaire, tel qu'il est convenu de les appeler. Alors Asnabi est un personnage qui va revenir, c'est le titre du livre, Asnabi reviendra. Asnabi c'est un tueur, pratiquement. Non, c'est un chef terroriste, c'est un homme qui a été expulsé autrefois d'une petite ville algérienne et qui revient avec l'intention, semble-t-il, de régler ses comptes au fond. Alors le personnage français, Bléau, vous ressemble, mon général? Madame Bovary ressemblait à Flaubert aussi, je crois. Alors Bléau me ressemble un peu, probablement. Oui, c'est-à-dire que vous, quand vous commandiez en Algérie, vous vous êtes posé ces questions. Oui, j'ai eu à les traiter parce qu'au fond, j'ai raconté une histoire qui, en gros, m'est arrivée et j'ai dépeint une ville qui a existé. Messida, c'est pas son nom. C'est pas son nom. Mais si je vous disais son nom et si je disais le nom de tous les personnages, ce serait plus un roman, ce serait une autobiographie. Alors cette petite ville est sur la frontière tunisienne. C'est ça, oui. Alors qu'il y a la ligne électrisée qui est électrifiée, le barrage électrifié, qui vous empêche en principe de traverser la frontière. Voilà, c'est ça. Et alors là se trouve une population, bouleversée. Oui, c'est une population en plus qui est très particulière parce que c'est le seul endroit d'Algérie, je connais très bien l'Algérie, où on ait vraiment réalisé ce rêve qui était l'intégration. Il y avait 3000 Français, 3000 musulmans depuis 4 siècles qui vivaient ensemble. Et c'est le seul cas que j'ai vu, d'ailleurs, je dois dire. Alors, ça fournissait un cadre idéal pour un drame grec, au fond, d'y introduire un élément étranger qui crée des problèmes aux deux communautés. Et c'est ce que j'ai vu, effectivement, d'ailleurs. J'ai eu à traiter ce problème. Vous avez, oui, vous l'avez traité. Oui. Et vous l'avez traité comme Bléau? Je l'ai traité exactement comme Bléau. Sinon, je ne l'aurais pas raconté ainsi. J'aurais eu la pudeur de me taire. Mais je l'ai raconté parce que je pense que c'est ainsi
je ne pense pas que on ne puisse se battre valablement sans offrir à des valeurs morales qui soient supérieures à celles de l'adversaire. C'est ma conviction intime. Je pense par conséquent que ce cas de conscience que j'ai dépeint, je l'ai connu, je l'ai éprouvé. Je ne suis pas le seul parce que j'ai déjà reçu beaucoup de lettres de camarades qui même que ont vous en connu avez ça. souffert. Et j'en ai souffert, mais enfin, j'avais une décision à prendre, j'ai choisi une certaine décision, un certain comportement, mais je ne suis pas un moraliste. Non, je bien ne sûr. veux pas que, je ne tiens pas du tout à ce que moi, le modèle qui m'a inspiré soit valable pour l'humanité entière. Enfin, je décris, c'est un témoignage personnel que j'ai voulu décrire. Et vous avez choisi la forme romanesque comme la Oui. la forme la plus facile, Oh, enfin oui, la c'est plus la accessible, dirons-nous. C'est-à-dire que c'est Non, la plus souple et puis facile. ça permet de dire beaucoup de choses qui passent très bien, alors qu'en racontant véritablement les noms des personnages, les noms des villes et tout ce qui s'est passé, en ce moment-là, il y a encore des gens qui peuvent être blessés. Tandis qu'en noyant un peu le poisson, ça passe mieux. Alors je rappelle que le Hasnabi est revenu d'ailleurs, car il reviendra, c'est Oui, le il titre, revient, mais il est revenu effectivement. dans le roman du général Jean-Paul Etcheverry qui a Dieu heureusement quelques loisirs de temps en temps pour écrire un livre pendant les vacances. Je me procure mes loisirs, M. Chaban, en me levant à 5h30 le matin, et je mets 2 ans à écrire un roman. C'est vrai. Alors, je ne mets pas en doute votre activité comme directeur d'enseignement supérieur toujours facile. de l'armée. Alors Hasnabi, je dois dire simplement, avant de nous séparer, que je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui et de faire le salut militaire à un romancier. Merci, M. Chaban. Alors on parle famille, tous les deux. Non, on parle famille. Bah oui, je parle famille avec Félix Martin parce que je peux lui demander des nouvelles de ma cousine. Ma cousine se porte très très bien. Pour dire aux téléspectateurs, ma cousine est un charmant cabaret qui est place du Tertre, dans lequel toute une équipe, ainsi que Gérard Marceau et moi-même, nous officions tous les soirs, à partir de 10h30 jusqu'à 2h du matin. Voilà, Alors ça on porte peut y très bien. aller tout l'été? Non, je crois pas. hein, Ah non, jusqu'à la fin jusqu'au 29 juillet, et nous fermons le 29 tout le mois d'août, et nous reprenons au mois de septembre. Et le directeur, c'est François Degal. C'est François Deguel qui Mais est il chante jamais chez Non, vous. il est en tournée vinicole du côté de Puisserguier, je ne sais pas, il inspecte ses chefs par là. Voilà. Il est jamais là, il est rarement là en tous les cas. Alors on va continuer à parler famille, Oui. tout en disant si on parlait d'autre chose, parce que vous devez être nouveau 33 tours. Oui, je viens de faire un 33 tours qui est là, parce qu'on ne peut pas le montrer à la caméra, Chaban le défend de montrer à la caméra. mais je l'ai mis là. Alors il est à nos pieds là, alors il est très beau d'ailleurs, c'est un beau disque ça, il a 10 nouvelles chansons, mais ce sont 10 chansons qui sont faites sur ma vie, c'est-à-dire qu'on a pris chacune une petite phase de la vie, et puis j'ai écrit 10 nouvelles chansons sur les faits à peu près un peu saillants de ma vie. Alors je crois qu'il y en a une qui s'appelle, qui parle de la femme avec qui vous avez fait l'amour pour la première fois, qui s'appelait Olga. Ah oui, celle-là, oui, j'avais 13 ans et demi, ça se passait du côté de Barbès-Rochechouart, mon frère m'a emmené, il y avait 3 étages, il y a le moteur qui me fait signe, mais tu peux dire bravo, et 3 étages, électricité, de jolies femmes étaient là, et puis j'avais 13 ans et demi, et voilà, ça s'est passé très bien d'ailleurs, très très bien. Il y en a une qui est moins, il y en a une qui est moins gaie parce que je crois qu'elle parle de déportation. Ah bah c'est là Ça, c'est un autre moment de C'est votre un autre vie. moment de ma vie, on m'a envoyé 17 mois, des fous dangereux m'ont emmené, ça a été une balade dans un camp, après Dresden, Chemnitz, Ulm, le Rat, la Gestapo, etc. Enfin c'était une période qui n'était pas très gaie quoi. Non. Alors on glisse. J'ai eu beaucoup de chance. Alors il y a aussi une chanson sur votre fille qui s'appelle Quand Isabelle aura 20 ans. Bah ce sont les problèmes qu'ont après toutes les personnes de mon métier qui font ce métier-là, et quand on a des enfants, eh bien, nous partons, la valise à la main, les contrats, les galas, et les enfants, on ne les voit pas grandir. Alors, on les retrouve par intermittence, c'est très difficile. Enfin, on ne les retrouve pas tellement bien, d'ailleurs. Moi, ma fille vient d'avoir 18 ans le 30 mai. Je suis très bien avec elle, nous nous aimons beaucoup, mais on sent quand même qu'il y a eu quelques années où j'aurais dû la voir plus souvent. Voilà. Bah, il faut essayer de rattraper maintenant. On va essayer, oui, oui. C'est vrai que les femmes vous ont traumatisé? Ah, pas du tout, alors. Ah, bah, si vous dites mais dans une aucune femme ne m'a traumatisé. Moi, Vous j'ai dites toujours dans une adoré les chanson. femmes. On parle tellement des homosexuels maintenant. Moi, j'ai jamais été homosexuel. Donc, moi, j'ai toujours aimé les bonnes femmes. Mais elles m'ont pas traumatisé. Elles m'ont apporté des bonheurs incroyables, des soucis aussi, d'ailleurs. Mais enfin, ça fait partie de... Les femmes, c'est fantastique, c'est extraordinaire. Je comprends pas qu'on puisse pas aimer les femmes, d'ailleurs. Demandez à Chaban. C'est vrai d'ailleurs, c'est vrai. C'est vrai, je trouve ça extraordinaire. On prône à l'heure actuelle l'homosexualité. On dit je suis homosexuel, je suis ci, je suis ça. On trouve ça extraordinaire. Alors on va me trouver extraordinaire d'aimer les bonnes femmes.
Oh, Ah, moi, je vous aime, moi. Moi, je vous aime Mais depuis, c'est gentil. depuis que je suis né, moi. J'ai Alors, commencé vous- par ma mère et ça a commencé à 13 ans et demi. Vous avec en Olga. aimez une en tout cas, vous aimez votre femme? Ah, je l'aime beaucoup, oui, ça fait 6 ans, près de 7 Et ans que qu'est-ce ça que dure vous maintenant, faites oui. quand ma femme chante à la maison? Ben, je vais la chanter. On Ben va la voilà. chanter. C'est une nouvelle chanson, quand ma femme chante dans la maison. Ma maison était triste comme un billet de logement. J'enfermais le soleil dans des boîtes à chaussures. Et c'est en égoïste que j'ai fait du rangement. Je me suis marié pour me ranger des voitures. Il faut bien s'arrêter un jour de bourlinguer entre le bistrot du coin et les copines d'un soir. Je me suis marié un peu par désespoir. Je viens de m'apercevoir que ma vie a changé. Quand ma femme chante dans la maison, quand ma femme chante les chansons de Sardou, Brel ou Aznavour, je crois à leurs histoires d'amour. Elles se fabriquent un hit parade. Elles connaissent toutes leurs salades. C'est de l'Olympia au Mirodon. Quand ma femme chante dans la maison. Ma maison était triste comme la ménopause. Quand un jour, par hasard, devant la pharmacie, j'ai rencontré Denise qui cherchait quelque chose. Elle était comme moi, toute seule dans la vie. Je lui ai raconté mes copains de l'usine. Ses ennuis de bureau ont meublé la soirée. Je lui ai fait l'amour, elle m'a fait la cuisine. On ne s'est plus quitté. Et depuis des années, quand ma femme